bienvenue aux Assises internationales du journalisme. Je m'appelle Steven Jambeau, je suis producteur de l'Atelier des médias, une émission qui est diffusée chaque semaine sur RFI, Radio France Internationale, et évidemment en podcast. Je précise qu'au sein de Radio France Internationale, je suis également le coordinateur éditorial des podcasts. Au sein de la Radio Mondiale, on a créé une petite cellule chargée de développer les podcasts originaux en accompagnant les porteurs de projets de podcasts qui viennent de l'interne, donc de France Média Monde, RFI, ou alors de l'externe. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour animer une conversation dont l'intitulé est « Podcast, un autre récit pour la planète ». À mes côtés, Jeanne Claes, bonjour. Bonjour. Podcasteuse indépendante, productrice de Basilic. Vous voyez d'ailleurs le logo derrière moi. Justine Davas, bonjour. Bonjour. Autrice, conférencière, productrice du podcast Les Mouvements Zéro. Et enfin Grégory Rosière. Bonjour. Chef de rubrique Sciences et Environnement au Huffington Post et présentateur de L'envers du décor. Le jeu de mots qui d'ailleurs, si l'on en croit le programme des Assises, n'a pas été tout à fait compris puisque la graphie avec l'envers, c'est bien vert V-E-R-T avec le T entre parenthèses. Parce que c'est un podcast écolo, donc vert, c'était assez logique. Mais bon. Bref, on a eu droit à toutes les graphies possibles et imaginables entre le site des Assises et les différents supports. On est ensemble jusqu'à 10h30, donc ça nous fait 1h15-20 maintenant de conversation. Cet atelier se veut une conversation. Vous aurez évidemment la possibilité d'intervenir, de poser vos questions à chacun des intervenants. On va parler de forme, de fond, de ton, de temps, de modèle économique. Et on prévoira aussi, puisqu'on parle de podcast, un moment boîte à outils où chacun nous expliquera comment il travaille, avec quel outil, quel logiciel, etc. etc., etc. En termes de structure, on va d'abord commencer par parler de la genèse de chacun des podcasts des porteurs de projets qu'on a ici, le pourquoi et le comment de leur projet, et surtout la promesse initiale. On verra, peut-être a-t-elle changé d'ailleurs en fonction des différents projets. On va commencer avec Jeanne. Basilic existe depuis 2017, ça fera 4 ans au mois de novembre. Et ton constat de départ, c'est qu'on ne parlait pas encore assez d'écologie dans les médias traditionnels et surtout pas avec des initiatives positives. Exactement. Merci pour cette présentation. C'était tout à fait ça le constat, c'était de se dire qu'il y avait plein de gens qui essayaient de faire les choses différemment, plein de gens qui avaient envie d'entendre d'autres récits et que dans les médias traditionnels, alors à l'époque les podcasts étaient beaucoup moins développés, mais dans les médias traditionnels, dans la presse, etc., quand on parlait d'écologie et d'environnement, c'était toujours assez dramatique, c'était souvent un constat, c'était plus une approche scientifique. Et moi, j'avais vraiment envie de donner la parole à celles et ceux qui rêvent d'un monde différent, mais qui ont réussi à passer à l'action, que ce soit à l'échelle associative, à l'échelle professionnelle. Et donc, c'était vraiment le point de départ de Basilic. Et la promesse, pour répondre à ta question, je ne crois pas qu'elle ait changé. Évidemment, il y a encore plus de porteurs et porteuses de projets aujourd'hui. Mais je ne pense pas avoir changé ma promesse et j'ai toujours envie d'aborder l'écologie avec cet angle positif, même si je suis bien consciente de la situation. Je ne suis pas du tout dans le déni et je peux consacrer des épisodes à des sujets un peu plus profonds comme l'éco-anxiété, etc. Mais j'ai aussi envie de mettre sur le devant de la scène celles et ceux qui parviennent à faire différemment. Et pourquoi avoir choisi le podcast et le son il y a 4 ans ? Alors, en fait, à l'époque, je vivais en Asie. On avait déménagé à Hong Kong et je suis tombée un peu dans l'univers des podcasts natifs puisque je ne pouvais plus écouter la radio. Donc, j'ai d'abord écouté des podcasts de radio, puis des podcasts natifs et indépendants. Et il n'existait aucun podcast consacré à l'écologie. J'écoutais beaucoup de podcasts anglo-saxons, beaucoup de podcasts américains et je n'avais rien trouvé qui corresponde à mes envies. Et je me suis dit, si ça n'existe pas, allons-y. C'est le moment d'essayer. Donc j'ai acheté 2 micros et quand je suis rentrée en France pour les vacances, j'ai réalisé plusieurs enregistrements que j'ai diffusés en fait après tout au long de l'année.
Et voilà, et Basilic s'est développé, a grandi sans que... Moi, j'étais très loin de l'écosystème français des podcasts, vu que je vivais loin. Voilà, c'était vraiment ma passion, ça l'est toujours, quelque chose que je faisais le soir, le week-end, et voilà. Passion qui est devenue un métier, on en parlera tout à l'heure. Tout à fait. Justine Davas, Les Mouvements Zéro est partie d'une conjonction de 2 choses. Une année d'Erasmus en Finlande et puis une radio campus, celle d'Orléans, école de la vie, m'as-tu dit. Oui. Explique-nous tout ça. J'ai mon président qui est là d'ailleurs, que je salue. Je viens aussi du monde des radios campus. Alors, j'étais bénévole à Radio Campus depuis que j'avais repris mes études à Orléans, donc depuis 2012. Je n'avais pas d'émission à moi, je participais dans les émissions des copains, les midinales, les matinales, etc. Et puis, en effet, je suis partie faire une année d'études Erasmus, où j'ai découvert le problème, enfin je me suis rendu compte en tout cas du problème des déchets, du problème des plastiques. Je me suis éduquée sur cette question-là. Et quand je suis rentrée en France, mon envie de changer ma vie était très très marquée. Donc je suis devenue zéro plastique, zéro déchet. Et je me dis, j'adore le son, j'adore la radio, j'aime bien avoir un micro prétexte à aller interviewer des gens qui peut-être me faisaient peur. Mais comme j'ai un micro, ils me font moins peur et ils vont répondre à mes questions si j'en ai. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais faire une émission sur le zéro déchet. Au début, c'était mon objectif. Et puis, les autres bénévoles m'ont dit, oui, mais il y a autre chose que les déchets. Moi, par exemple, je prends mon panier bio toutes les semaines. Moi, par exemple, mon voisin construit une maison en bois paille. Moi, par exemple, etc. Et du coup, je me suis dit, ah oui, alors, il y a zéro déchet, zéro plastique, zéro phytosanitaire, zéro béton, zéro, etc. Et je me suis dit, je vais créer les mouvements zéro. Et je vais aller donner la parole à celles et ceux qu'on n'entend jamais, donc dans l'associatif, ou des individus qu'on trouve seulement sur Facebook et qui ont des projets comme ça plutôt confidentiels. Et voilà, c'est un peu l'état d'esprit des radios campus, de toute façon, de faire des portraits, de donner la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas, et de révéler des choses différentes et inconnues jusque-là qui peuvent inspirer les gens. Donc voilà, c'était mon point de départ. Une approche un peu curieuse et aussi un peu révoltée, du coup. Alors, curieuse, oui, parce que moi, je ne connaissais rien. Je viens du même monde capitaliste que tout le monde. Et j'étais novice et j'avais envie d'apprendre des autres. Alors, j'aurais pu lire plein de livres, mais j'avais besoin qu'on dégrossisse un peu le terrain pour moi. Et ça se fait par les rencontres. Et révolté, oui, un peu. Grégory Rosière, L'envers du décor, qui est donc le podcast environnement du Huffington Post, a été lancé en septembre 2020, ça fait donc un peu plus d'1 an. Pourquoi le HuffPost s'est-il dit « Ok, c'est le moment, il faut qu'on lance un podcast environnement » ? Alors, il y a 2 choses. D'abord, on s'est dit qu'on avait envie de faire un podcast parce que il y avait quelque chose qui était en train de monter. Et nous, on est un média de très grand public. Et au départ, le podcast était quand même un média de niche qui commence à se démocratiser de plus en plus. Donc, on s'est dit qu'il y avait sûrement quelque chose à faire. Moi, j'aime bien tester des nouveaux formats. Je ne viens pas de la radio spécialement, mais j'adore tester des nouveaux formats, des formats vidéo, audio, multimédia. Et on s'est posé la question de quelle thématique on pouvait traiter en podcast. Et on a fait un peu le même constat, c'est qu'en France, il n'y avait pas grand-chose sur l'environnement et l'écologie. Et surtout, il n'y avait pas grand-chose comme on avait l'idée de le faire. Et donc ça, c'est la deuxième partie. Il y avait le HuffPost voulait faire du podcast. Et pourquoi l'envers du décor ? C'est parce que le Huff, c'est un média très conversationnel. On s'insère dans la conversation. Le but, c'est de savoir ce dont parlent les gens et d'essayer de leur apporter des clés de compréhension, d'essayer de mettre en avant des choses qui font discuter sur les réseaux. Et on s'est demandé justement comment on pouvait adapter ça sur un format audio. Et en fait, on a eu cette idée donc avec Mathieu, qui est co-animateur du podcast. On s'est dit, pourquoi on ne ferait pas une fausse conversation ? Mathieu Baliou, ouais. Pourquoi on ne ferait pas une fausse conversation ? Donc, c'est-à-dire une conversation comme... aujourd'hui, on voit que l'environnement, c'est un sujet conversationnel bien plus qu'il y a ne serait-ce que 5 ou 6 ans. Je me rappelle quand j'ai couvert la COP21 pour le Huff aussi, c'était la croix et la bannière pour arriver à intéresser les gens à ce sujet qui était pourtant fondamental et qui se passait en France, et on savait qu'il se passait quelque chose et c'était très compliqué.
Et là, depuis, il y a eu vraiment une évolution. C'est devenu des débats sur le zéro déchet, des débats sur le fait de manger de la viande, etc. C'est au cœur des conversations. Donc, on s'est dit qu'on allait créer une conversation comme on pourrait en avoir avec des amis, donc qui donne l'impression d'être une conversation à la machine à café ou au bar ou à un dîner. Sauf qu'en général, ces conversations, de plus en plus, elles sont polarisées, les gens s'engueulent, etc. Donc, on s'est dit comment on peut faire ça tout en faisant en sorte qu'à la fin, les gens en sortent avec plus d'éléments, en sortent grandis et se disent au final, j'ai appris quelque chose, au final, j'ai déconstruit une idée reçue. Et en fait, c'est ça l'envers du décor, c'est de faire semblant que ça soit une conversation à bâton rompu qui donne l'impression qu'il y a aucune préparation, alors qu'en fait, il y a plein de préparation. Justement, on écoutait un extrait. Face à l'urgence climatique et à l'effondrement de la biodiversité, tout le monde a son idée et est appelé à agir ou à arrêter d'agir. Mais encore faut-il savoir dans quel sens, comment et pourquoi. Greg, t'es en train de lire la présentation du podcast là ? Chut, c'est le début de l'épisode. Ah, pardon. Donc tout le monde est appelé à agir pour la planète. Il y a une métaphore qui résume ça parfaitement, c'est celle du colibri. Alors que la forêt brûle, les animaux sont inertes, personne n'essaye d'éteindre l'incendie. Seul le colibri va chercher de l'eau dans la rivière avec son petit bec. Et quand on lui dit que ses efforts, que tous ses allers-retours sont dérisoires, il répond « Je le sais, mais je fais ma part ». Un oiseau qui parle ? Ça me rappelle beaucoup les livres que je lis à ma fille, moi. Ouais, en même temps, c'est pas beaucoup plus improbable que d'empêcher le dérèglement climatique. Hein. Pas faux. La vraie question, c'est plutôt est-ce que c'est vraiment utile pour la planète de faire sa part ? Est-ce que ça ne pourrait même pas être contre-productif ? C'est ce qu'on va découvrir dans ce nouvel épisode de L'Envers du décor, le podcast environnement du service science du HuffPost. Dans L'Envers du décor, tous les 15 jours, on vous parle d'environnement sans prendre de gants pour faire un tri sélectif, bien sûr, de nos certitudes et idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal, et franchement, vous avez raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes et peut-être même les solutions qui vont avec. Moi, c'est Grégory Rosière, journaliste scientifique qui réutilise ses pots de compote en verre comme tupperware, et je suis avec Mathieu Balu, Journaliste scientifique C'est vrai. qui éteint toujours le radiateur quand il ouvre une fenêtre. Ce genre de petits gestes, vous savez, les gestes pour la planète, là, on en fait tous, et vous aussi qui nous écoutez. On se dit que c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais que bon, c'est déjà ça, quoi. Et qu'après tout, si on faisait tous ça... Et alors, à chaque fois qu'il y a ce débat dans un dîner de famille et qu'on raconte ça, ça rate pas, la réplique fuse. Je vais pas m'enquiquiner à faire mon compost, c'est la faute de Total, Dexon et de Renault et compagnie, tout ça. J'ai pas raison. En France, aujourd'hui, tout va à volo. On favorise les bons à rien, les parasites. J'ai pas raison. T'as progressé sur les imitations, toi. Hein. Merci. Alors en même temps, c'est vrai. Hein. Selon un rapport de Carbon Majors publié en 2017, si tu remontes la source des émissions de gaz à effet de serre, elles viennent en grande majorité d'une centaine d'entreprises à peu près. Mais bon, ça reste un peu réducteur de s'arrêter là, quoi. Bah ouais, c'est un peu facile parce que si ces entreprises elles produisent, c'est qu'il y a une demande. Et la demande, c'est nous. Les 3/4 des émissions de CO2, elles sont dues au foyer. À nous, quoi, notre consommation, notre mode de vie. Alors quand on dit le foyer, en fait on parle de pièces en particulier. Le garage, la cuisine et la chaufferie, quoi. Alors attends, pourquoi tu parles de pièces en particulier et surtout t'as une chaufferie, toi, et un garage à Paris? Mais non, c'est évidemment une image, Greg. Il a aucune idée de mon salaire. Les émissions de CO2 liées aux individus, c'est avant tout un problème de transport, puis de nourriture, et enfin le logement en général, et surtout le chauffage en réalité. Donc pas nécessairement la chaufferie, mais ton chauffage à toi, quoi. Ton radiateur, ton chauffage central, ta cheminée, enfin bon, le chauffage, quoi. Ah, donc pas la chaufferie dans laquelle je stocke mes patates, quoi. Mais donc c'est toi qui as une chaufferie alors? Mais pas du tout, c'est une blague. Il a aucune. Bref, on a donc bien compris, vous avez opté pour la conversation. Ça démarre très souvent du café du commerce, mais avec l'idée d'avoir du fond derrière. Et donc ce choix, c'était de partir sur cette forme-là pour donc aborder des sujets qui peuvent être chiants ou clivants. Voilà, c'est ça. L'humour, c'est pour aborder les sujets chiants. Je pense qu'il y a quelque chose de proportionnel. Plus un sujet est compliqué, plus il est inaccessible, moins il est concernant, plus il faut être drôle dans ce genre de format. D'ailleurs, le prochain épisode sur la COP26 va être sûrement super drôle. Et à l'inverse, plus le sujet est clivant et plus l'humour peut servir, mais il faut surtout amener les gens et être vraiment dans la conversation et trouver le moyen, dans la manière dont on raconte l'histoire,
d'accrocher le lecteur, de lui parler de choses qu'il connaît. Je prends toujours cet exemple, c'est un des premiers épisodes qu'on a fait, c'était sur le manger local, où on se dit tous, pour le climat, je vais essayer de manger local. Et en fait, dans votre assiette, le coût carbone du transport, c'est 6% du CO2. Donc, manger local, si pour le réchauffement climatique en tant que tel, ça, c'est pas du tout la première chose à faire. Mais par contre, c'est quand même utile parce que ça développe l'économie circulaire, plein de choses. Mais ce qu'il faut faire avant tout, c'est manger moins de viande et manger des aliments qui peuvent être cultivés en étant plus respectueux de l'environnement. Et là-dessus, du coup, il faut arriver à chaque fois à amener, via la conversation, quand on part d'une idée reçue comme ça, de petit à petit arriver à déconstruire des choses qu'on pense vraies et qui sont fausses, et essayer derrière d'expliquer ce qui est sûr, les certitudes scientifiques qu'on a. Donc, le monde se réchauffe, il y a de moins en moins de biodiversité, et l'important, c'est de manger moins de viande, comme on disait, ou le transport, ou ce genre de choses. Et ensuite, laisser les choses ouvertes au débat, parce qu'on n'est pas tous d'accord pour savoir comment résoudre ces problèmes. Justine Davas, les mouvements zéro, l'idée, comme tu le disais, c'était de comprendre en posant des questions. Ce sont principalement des portraits de gens qui font des choses. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis curieuse, j'ai un micro, j'ai moins peur des gens quand j'ai un micro. Du coup, c'est ce que tu me disais. Oui, oui, on avait tout à fait. Et en même temps, du coup, dans la forme, tu me disais, j'ai pas... je me pose même la question de la légitimité d'être dans cet atelier parce que j'ai pensé ça, moi, comme une émission de radio plus que comme un podcast. C'est vrai, ça a démarré sur Radio Campus Orléans, c'est-à-dire que y a un jingle, bien sûr, mais dans les podcasts aussi, mais il y a de la musique, il y a les actus locales, etc. Donc ensuite, j'avais envie de conserver, parce que sinon, il n'y aurait pas eu d'archives, en fait, pas nécessairement de mon émission. Donc j'ai repris tous mes formats audio, je les ai édités, on dira plus tard avec quoi, et je les ai transformés en quelque chose de sonore. Après, est-ce que c'est vraiment un podcast ? Je ne sais pas. Quelle est la définition d'un podcast à proprement parler ? Nous avons 3 heures. Voilà, c'est ça. Et oui, c'était quoi la question ? Non, l'idée, c'était de savoir, justement, il n'y avait pas les codes du podcast. Peut-être. Et pourtant, on est dans une approche à la première personne. Je me demande si... Et ensemble, on va essayer de comprendre. Oui, mon objectif, c'était d'aller vers les gens sur des sujets... très très différents. Donc j'ai parlé du bâtiment, j'ai parlé des déchets. Alors c'est un peu le truc en fond parce que les déchets ça me passionne. Les déchets c'est tellement représentatif de nous, ça parle tellement des privilèges, de notre position sociale, de la richesse de notre pays. Et donc voilà, je faisais parler les déchets. Et j'ai rencontré aussi, alors il y a un épisode qui m'a particulièrement marqué, je pense que moi j'ai commencé en 2017. Et ça devait être le 6e épisode, donc j'étais encore au début, les niveaux de son sont tout pourris. Et je me dis, bon, je connais rien au véganisme, et ces gens-là me font peur. Parce que je lis les mêmes informations que tout le monde, et on se dit, ils sont extrémistes, etc. Et il y avait un événement qui se passait devant un centre commercial à Orléans, où j'habite. Et je me dis, bon, j'y vais. Je prends mon micro, je vais les interviewer. J'arrive et oui, en effet, j'ai moins peur d'aller parler à des gens qui me font peur quand j'ai un micro parce que je me dis, ils vont pas s'énerver quand je vais leur poser des questions et ils vont répondre parce qu'ils savent que ça va être diffusé et donc ils vont être sous leur meilleur jour et ils vont être didactiques, pédagogues. Donc c'est tout bénef. Donc j'y vais, je pose plein de questions, je rentre dans le tas et en fait ça c'est un peu ma marque de fabrique. Peut-être c'est ma personnalité, c'est-à-dire que quand il y a des points un peu... ou tendu, enfin politiquement incorrect, j'aime bien y aller, j'aime bien poser des questions sur ça. Et je demandais, est-ce que ça va vraiment, ma question souvent c'est, est-ce que ça va vraiment changer le monde ? Est-ce que ça va vraiment résoudre notre problème d'environnement ? Et puis je balançais, je demandais pas mal de choses sur les amandes, par exemple, les amandes qui viennent de Californie. Est-ce que même si c'est vegan, est-ce que ça résout notre problème d'environnement ? Et donc voilà, j'aime bien un peu poser des questions comme ça, que tout le monde se pose discrètement dans sa tête, mais n'ose jamais le demander de brut en blanc, parce que ça crée le conflit. Et ça, voilà, mais moi Et aller à la rencontre des gens, dans la rue aussi, la rue comme un lieu où on discute, la rue comme un lieu où on enregistre aussi. Ouais. D'ailleurs, tu as interviewé Greta Thunberg à l'époque, quand elle faisait sa grève du vendredi. Donc, dans un de tes épisodes, on entend, et tu lui demandes le pourquoi du comment elle est là, et comment ça a démarré. Elle t'explique comment elle est allée acheter sa pancarte. Ouais. Ça, c'est le tout début, c'est la saison 2 du podcast des Mouvements Zéro.
Je faisais un voyage zéro déchet dans les pays du Nord, pays baltes. Et Greta a commencé à faire la grève en août 2018. Et moi, j'étais en Finlande, en fait, à ce moment-là. Et il y a eu la première marche du climat de tous les pays du Nord. Eux, c'est pas des grévistes, ils marchent quasiment jamais. Et il y a eu la première marche du climat, ça devait être septembre 2018. Et Greta est venue de Suède jusqu'en Finlande pour parler. Et tout le monde était là, ouais, c'est Greta, elle est top et tout. Bon, moi, je découvrais, mais elle venait juste de commencer. Mais c'est juste que la Finlande, la Norvège et la Suède, c'est proche. Et donc, tout le monde suit les actualités les uns des autres. Et quand je suis allée en Suède en décembre, je suis allée la voir. En fait. Donc, je me suis présentée et on s'est mis à part pour que je lui pose quelques questions. Et puis, j'en ai profité aussi pour interviewer les autres jeunes gens qui sont là. Parce qu'en fait, j'ai pas trop... Enfin, bien sûr qu'on est tous attirés par les gourous de l'écologie. On a tous envie d'avoir la tête de machin pour notre podcast et notre émission. Mais les autres sont intéressants aussi, en fait. Donc, je suis allée interviewer les autres jeunes gens qui avaient 15 ans, 16 ans, et pourquoi ils sont là, pourquoi ils ne vont pas à l'école. Les organisateurs aussi, parce qu'elle, c'est la tête de proue, mais en fait, derrière l'organisation, ce n'est pas elle. Donc, voilà, c'est tout ça aussi qui m'intéresse. Et donc, oui, la rue, c'est de l'éducation populaire, et c'est un peu le monde de l'associatif et tout ça qui, moi, ça se ressent dans mes podcasts, je pense. On va écouter un extrait des Mouvements Zéro. C'est l'intro, c'est l'intro du coup. Tu nous diras après. 1, 2, tu m'entends? Rien ne se perd, rien ne se crie, tout se recycle. Vous avez sûrement déjà remarqué que des contenants verts cèdent leur place à ceux de plastique. Le plastique est clairement partout. Les Mouvements Zéro, chronique alternative pour le mieux vivre. Juste veulent faire des efforts, au moins. C'est sexy. Moi, j'arriverai jamais, je pars de trop loin. Les réussites, en fait, c'est simple. Il faut changer ses habitudes. Maintenant, sur vos ondes. Bon, c'est parti, là. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Les Mouvements Zéro. Les Mouvements Zéro, c'est votre rendez-vous bimensuel, votre moment de la semaine, l'initiative qui nourrit une réflexion globale sur les enjeux de notre société en termes d'environnement. Alors si vous aimez les alternatives, les initiatives innovantes et les découvertes qui œuvrent dans le sens d'un nouveau projet de société durable et vivable pour tout le monde, alors je vous invite à rester avec moi. Saviez-vous que, en 2012, Automobile Club estimait le budget moyen d'un automobiliste à 6 049 € par an, qu'une voiture rejette dans l'air chaque année 1,2 tonnes de CO2, que 40% des trajets quotidiens parcourus en voiture font moins de 2 km, et enfin que les lobbies automobiles dépensaient beaucoup plus d'argent pour convaincre les gens qu'il leur faut une nouvelle voiture, plutôt que de dépenser la même somme dans la recherche et le développement pour penser le mode de transport du futur. Vous vous en doutez, cette semaine, nous allons parler de transport, et plus spécifiquement de transport à vélo. Pourquoi privilégier ce type de transport? Y a-t-il une différence de pratique entre les hommes et les femmes? Qui sont ces personnes qui ne contribuent pas au quart de nos émissions de CO2 chaque année? Et quelles sont leurs problématiques, leurs succès, leurs revendications? Alors, si vous aussi, vous faites partie du chiffre national français de 177 millions de déplacements par jour, je vous invite à rester avec moi pour le reste de l'émission. À mon micro cette semaine, Régis et Nicolas de la Vélorussion et François de Interaction, une association de réparation de vélos à Orléans. Vous êtes avec Justine et comme d'ordinaire, on commence en musique. Sur les ondes, ce sera Jean Cyrano et Vas-y Théophile à l'occasion du Tour de France 1934. Mais non, tu ne rames pas, voyons. Ah oui, non, mais c'est bien qu'il y ait cet extrait ou un autre, c'est que je bafouille, Mais c'est toi. Je bloque sur les mots. Oui, c'est moi. Alors, j'en édite quand même pas mal, des des machins. Non, quand je dis c'est toi, c'est que tu mets du tien, tu t'engages, tu expliques le pourquoi du comment tu es là, tu racontes cette histoire et de quoi on va parler. Et voilà. Il y a une formule d'accueil. Donc là, on est quand même dans du podcast plus que dans de la radio aussi traditionnelle. Ah oui. Rien que l'utilisation du jeu, qui a de nombreux journalistes, fait peur. Je sais. Ouais, en fait, je viens de ni l'un ni l'autre. Je viens pas non plus du monde du journalisme parce que Radio Campus, ça reste associatif et on n'a pas non plus d'école. On en a des bénévoles qui font des écoles de journalisme en parallèle, mais c'est vrai que la plupart d'entre nous, non.
On est là parce qu'on a envie de raconter quelque chose, on a envie de pouvoir prendre un espace vocal, d'être diffusé, de rencontrer des gens et d'avoir du matériel technique à disposition. Voilà. Combien d'épisodes, juste les Mouvements Zéro ? Alors, la première saison fait 50 épisodes. La première saison, c'est vraiment le dégrossissage, si je puis dire, de la transition écologique. Je traite un peu de toutes les thématiques et... Voilà. Et la deuxième saison, c'est 10 épisodes et qui sont en... Alors, j'en ai un en français 100% et les autres sont bilingues, français-anglais, parce que c'est des épisodes que j'ai faits dans les pays du Nord, dont celui avec Greta. Bien sûr, ensemble, on parle anglais, elle ne parle pas français. Avec un disclaimer au début, justement, en disant ce podcast va être un petit peu en anglais. Oui, c'est ça. Ils sont bilingues. Du coup, je voulais garder la voix des gens. Je n'ai pas... voulu faire du doublage ou de la traduction. Alors c'est vrai que du coup ça réduit peut-être sans doute les gens qui peuvent l'écouter. Mais sinon il y en a un en français qui est très très bien, c'est sur comment le zéro déchet en Finlande, comment il se développe au niveau associatif et industriel. Voilà, très bien. Jeanne Claes-Basilic a 123 épisodes maintenant. C'est dire si on trouve des initiatives inspirantes et des gens qui racontent comment on peut penser et agir différemment. Tout à fait. J'aurais jamais pensé en créant le podcast que j'en arriverais à 123 épisodes. Ça me paraît énorme, mais... Et chaque jour, tu découvres de nouvelles personnes. Et chaque jour, je découvre de nouvelles personnes à interviewer et ma liste d'invités potentiels ne cesse de s'allonger. Donc, c'est plutôt encourageant. Là où je rejoins Justine, c'est que j'aime recevoir à mon micro des personnalités qui sont un petit peu plus connues et exposées, mais aussi des projets... qui prennent place à l'échelle locale. Alors moi, je vis à Annecy maintenant, donc ça peut être des projets qui se passent à Annecy, ça peut être quand je vivais à Hong Kong, des projets menés par des Français, parce que pour le coup, c'est des épisodes uniquement en français, qui se déroulaient à Hong Kong, etc. Et j'ai vraiment envie de pouvoir jongler entre les deux. On reparlera sur le modèle économique, mais de garder cette indépendance, de pouvoir avoir des invités qui sont très exposés médiatiquement et d'autres qui vivent une vie beaucoup plus confidentielle et tranquille. L'idée de Basilic, c'est d'être généraliste. À quel public s'adresse Basilic ? Alors, j'y avais pas forcément réfléchi en créant le podcast. Moi, j'étais juriste en droit de l'environnement. J'ai fait quelque chose de très scolaire, même pour mon podcast, où j'ai vraiment eu envie de tendre le micro à quelqu'un et que cette personne nous raconte son histoire. J'interviens assez peu dans Basilic, je pense. Enfin, je pose que quelques questions. À qui s'adresse Basilic ? Pour moi, Basilic s'adresse à des personnes qui ont envie de débuter leur transition, qui ont pris conscience des choses, qui ont envie d'aller plus loin, mais qui ne savent pas comment faire, qui ont l'impression que c'est compliqué, que ça ne leur est pas accessible. Et j'avais envie vraiment de casser cette idée et d'essayer de rendre la transition et que chacun puisse mener sa transition en fait comme il l'entend. Et Basilic se veut très généraliste parce que chez Basilic, vous pouvez trouver un épisode consacré à la finance durable, par exemple, mais un épisode consacré aussi à une marque de vêtements éthiques, à une marque de cosmétiques. Et je sais que tous les auditeurs n'écoutent pas l'ensemble des épisodes. Enfin, j'imagine. En fait, je ne sais pas tellement, mais j'imagine. Mais pour moi, c'est pas grave. C'est vraiment que chacun puisse aller écouter et piocher des sujets qui l'intéressent et s'éveiller petit à petit à de nouvelles choses. Moi, quand j'ai créé Basilic, je pensais pas du tout consacrer un épisode à l'éco-anxiété ou à la finance durable parce que j'avais pas connaissance forcément de ces sujets-là, en fait. Donc, il évolue avec moi. Bon, j'imagine que c'est plutôt normal en 4 ans d'évoluer, surtout quand on creuse le sujet quotidiennement. Et donc, voilà, Basilic suit aussi cette évolution. On va écouter un extrait du dernier épisode en date, Julien Vidal, à quoi ressemblera 2030 ? L'économie et la politique en 2030. Je n'arrive pas à monter le son, je suis désolé. Il est aussi réaliste. Il est convaincant et son énergie est communicative. Vous allez le découvrir très vite, mais il a réussi à changer ma façon de penser. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Julien. Bonjour Jeanne. Comment vas-tu ? Eh bien ça va bien, c'était un peu la course aujourd'hui là, je suis content de pouvoir me poser avec toi. Super, on va discuter. Je vais te laisser te présenter quand même pour celles et ceux qui peut-être ne te connaissent pas encore. Eh bien tu l'as dit, je m'appelle Julien, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi, qui date de 2017 et
qui était l'idée de dépoussiérer, ou en tout cas de dépasser une bonne fois pour toutes l'idée des petites actions, des petits gestes, et de montrer à quel point on pouvait être ambitieux dans notre démarche éco-citoyenne même, puisque j'aime bien rattacher les questions de solidarité, les questions d'écologie intérieure aussi. Et du coup, ça m'a amené à vivre plein de choses. Il y a eu la création d'un site internet, où aujourd'hui sont référencées plus de 400 actions. Il y a eu l'écriture de plusieurs livres, dont le premier, Ça commence par moi, soyez un changement que nous voulons voir dans le monde. Plusieurs émissions, des vidéos avec Brut Nature. Enfin, j'ai fait plein de trucs et je continue à tirer ce fil qui est passionnant. Et aujourd'hui, j'anime un podcast qui s'appelle 2030 Glorieuse, puisque je me suis rendu compte que si, on va dire par éthique personnelle, se lever sur ces pieds d'éco-citoyens, se rendre compte qu'on avait un vrai pouvoir au-delà de notre pouvoir d'achat, c'était une première étape fondamentale. Ensuite, il faut savoir où on regarde pour marcher avec efficacité, avec stratégie. Et donc, je fais ce travail de prospectiviste dans 2030 Glorieuse aujourd'hui. Génial, c'est un très bon podcast que je recommande d'ailleurs aux auditrices et aux auditeurs. Justement, avec toi, aujourd'hui, j'avais envie qu'on fasse cet exercice de se plonger en 2030. C'est pas évident, c'est pas un exercice que j'ai forcément l'habitude de faire. Pour autant, je trouvais ça très intéressant d'essayer de se projeter. On en a besoin en ce moment, surtout après 2 années ou presque de pandémie. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, à quoi ressemblerait 2030 en matière d'éducation? Pour commencer, on va cibler par thématique, ce sera un peu plus simple. Ouais, eh ben, avant de dire où sera l'éducation en 2030 et pourquoi il est important de s'éduquer à 2030, j'ai fait une formation qui était passionnante, qui a été cofondée par Mathieu Baudin. Mathieu Baudin, il est historien et lui, il dit même qu'il est futurologue. Il milite pour des cours de futur à l'école. Donc, tu vois, cette éducation au futur, elle est hyper importante parce qu'on regarde beaucoup dans le passé, mais on n'arrive pas à se projeter dans le futur. Et lui, il milite aussi pour un ministère du temps long, pour arriver à changer notre rapport au temps. Et donc, ce jeu de se réapproprier ces imaginaires en termes d'éducation, elle est hyper importante. Je ne fais pas ça seulement par plaisir, parce que même si c'est un énorme plaisir et que ça participe à mon bonheur et à mon bien-être, je fais ça aussi parce que travailler son imaginaire, c'est comme un muscle. C'est quelque chose qui mérite d'être fait avec plein de personnes différentes, dans différents domaines, et d'oser encore et encore. Voilà, donc on le disait, Basilic se veut un podcast généraliste, mais aussi inspirant. Donc l'idée, c'est de trouver des gens qui ont des parcours inspirants et de réussir à leur faire le raconter dans une conversation. Tout à fait. Des gens qui ont un parcours inspirant ou des gens qui ont réussi à passer à l'action. Tu vois, c'est aussi juste surmonter ses craintes, oser pousser la porte d'une association. C'est pas forcément uniquement des entrepreneurs ou des entrepreneuses. Je ne suis pas vraiment convaincue qu'il faille absolument changer le métier pour se sentir bien dans ses baskets d'écolo. Pas du tout, mais c'est vrai que j'ai envie que ce soit un discours qui puisse résonner auprès des auditeurs et des auditrices de Basilic. Et quand je reçois des messages d'auditeurs et d'auditrices qui me disent « Écoute Jeanne, j'ai écouté cet épisode et ensuite j'ai décidé de demander à mon employeur une formation à RSE » où j'ai décidé de m'inscrire dans telle école pour voilà, changer de parcours, etc. C'est là que tu te dis « j'ai gagné ». Ouais, alors j'ai gagné, je ne sais pas, mais en tout cas, je me dis que la mission du podcast est réussie. Grégory Rosière, quand le HuffPost s'est dit on lance un podcast environnement, à qui est-ce que vous êtes dit que vous alliez vous adresser, justement ? À l'audience existante du HuffPost, ou alors vous êtes dit on va réussir peut-être à conquérir de nouveaux publics avec une offre comme celle-là? L'idée, c'était un peu les deux. On avait la chance du coup d'avoir un grand média qui pouvait nous supporter, mais on ne savait pas du tout à quel point les gens allaient, qui sont habitués à lire des articles ou à voir des vidéos, allaient se mettre à écouter quelque chose en audio, surtout qu'une page web sur un navigateur, on la ferme, il n'y a plus d'audio. Enfin, c'est pas du tout les mêmes outils. Donc, on ne savait pas trop. Ce qu'on savait, c'est qu'on voyait que le podcast se développait, on se disait qu'il y avait quelque chose à faire, et ce qu'on s'est dit, c'est comment on peut faire un truc différent pour essayer on ne voulait pas essayer d'aller sur une niche, parce que notre but, c'est d'être grand public, donc notre ligne est grand public, donc on ne pouvait pas se le permettre en plus. On voulait essayer de faire quelque chose, d'ouvrir. Donc on s'est dit, à la fois, on va profiter de la puissance du Huff, et en même temps, on va essayer de voir si on peut faire en sorte que le podcast soit découvert par des gens qui, de base, n'écoutent pas de podcast. C'était un peu ça l'idée. Alors après, c'est un long parcours, quoi.
Donc on le pousse sur l'appli, on le met dans les newsletters. Exactement, on fait des newsletters spécifiques, on fait des pushs, on fait des notifications, on le met sur les réseaux sociaux. On embed aussi le player sur les articles qui parlent de ça. Mais après, il faudrait faire beaucoup plus. Il faudrait faire des posts sponsorisés, aller sur les communautés, prendre le temps. Mais le problème, c'est que de base, le HuffPost n'a pas de budget pub pour mettre en avant, etc., faire des posts sponsorisés. Et on n'a pas assez de temps pour justement aller dans des communautés, essayer de discuter sur les forums, faire ce qu'on doit faire normalement quand on est aussi podcasteur. Parce qu'en parallèle, en fait, on fait ce podcast, mais on continue à traiter l'actualité science et environnement qui, depuis 2 ans, a été un petit peu mouvementée, on va dire. Il paraît. Donc c'est encore vu comme un side project au HuffPost, 1 an plus tard? Non, parce que c'est quelque chose qu'on ne veut pas arrêter, ça c'est sûr. Et c'est quelque chose qui... on parlera de la rentabilité, mais en tout cas qui trouve son public, qui trouve aussi c'est un format qui marche et que dans l'idée, si le Huff va bien, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir décliner ce format d'une manière ou d'une autre, soit décliner l'envers du décor sur d'autres supports, soit décliner différents podcasts. Qui trouve son public, tu peux nous donner quelques chiffres? Alors je crois que la première saison, on est sur un peu plus de 200 000 écoutes, donc c'est pour un premier, ça me semble pas mal. Après, les chiffres podcast sont un peu compliqués à avoir. Pour combien d'épisodes en gros On a 30 épisodes, je crois, quelque chose comme 200 ça. 000 écoutes, 30 000 épisodes. Voilà. Okay. Donc je sais pas du tout ce que... En fait, je sais pas ce que ça fait, mais nous, on est... Pas de souci. Genre, on est en tout cas plutôt satisfait. Surtout, ça décroche pas. On voit que ça progresse, que les gens discutent de plus en plus avec nous. Et que du coup, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on développe un peu plus, notamment parce que c'est qu'une fois toutes les 2 semaines, ce qui est un peu, en termes de rythme, ça serait évidemment mieux d'en faire plus souvent, mais ça demande beaucoup de temps. Jeanne Claes, Basilic, en termes d'audience, ça donne quoi actuellement? Basilic, c'est à peu près 30-34 000 auditeurs et auditrices par mois. Alors moi, je suis archi nulle en stats et j'ai changé d'hébergeur, j'ai perdu tous mes trucs. Enfin bref, oui, mais voilà, c'est les statistiques. C'est compliqué de traquer les audiences. C'est assez compliqué. Moi, pendant les 2 premières années du podcast, déjà, ça m'intéressait pas du tout. Et puis, j'étais chez un hébergeur américain. J'ai découvert qu'au bout de 9 mois, qu'on pouvait regarder les statistiques. Enfin bref, j'étais vraiment... je le faisais pour moi et je le fais toujours pour moi. Mais voilà, à peu près, on va dire 30 000 auditeurs par mois. Justine, tu as aussi changé de plateforme. Maintenant, tu es sur SoundCloud, c'est ça? Oui, c'est ça. Les contenus sont sur SoundCloud. Avant, j'étais sur Mixcloud. Non, avant ça, j'étais en radio. Donc déjà, c'est du live, ou enregistré dans les conditions du direct. Donc là, les auditeurs, c'est difficile à... Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutaient. Mon audience, pour répondre à cette question aussi, c'était... plutôt les personnes en local, c'est aussi comment convertir ses potes en leur proposant une conversation, une découverte d'une asso qui eux aussi leur faisait peur ou d'un mouvement, etc. Donc ouvrir les horizons. Et en termes d'écoute, au début j'ai passé mes épisodes sur Mixcloud et après je les ai passés sur SoundCloud. J'ai pas de chiffres, je sais pas. Et puis, peut-être, à l'inverse de mes 2 voisins et voisines, ça fait depuis 2019 que je n'ai pas fait de nouveaux épisodes. Donc, du coup, ça s'est un peu tassé parce que après, j'ai pris ce temps-là que je consacrais au podcast pour écrire un livre. Donc, voilà, forcément, on ne pouvait pas faire les 2 en même temps. On reviendra sur le livre tout à l'heure. En termes de forme, justement, quelle était l'ambition dans l'habillage, justement? On a entendu tout à l'heure le générique, mais c'était quoi? C'était d'essayer de créer un petit peu un univers, comme sur une émission de radio? Oui, alors j'aime beaucoup mon jingle. C'est moi qui l'ai monté avec de la musique que j'aime bien. C'est au début, c'était entrecoupé de musique. Donc, sur mon émission, il n'y avait que des musiques écolo liées avec le thème. Donc, là, l'extrait que vous avez entendu, c'est une émission sur le vélo, où j'interviewais la Vélorussion, donc des gens qui font la révolution à vélo. Et donc, c'était que des musiques de vélo. Et vu que c'était de la radio, on pouvait prendre n'importe quelle musique. Voilà, c'est ça. Je pouvais prendre... il y a des questions de droit, mais c'est ça. Donc, du coup, comme Radio Campus paye la SACEM, c'était bon. Mais quand je l'ai passé en podcast, ça a enlevé la musique. Donc, ça a enlevé aussi un petit peu, on va dire, cet habillage sonore complémentaire.
C'est ça, si vous voulez lancer votre podcast, sachez que vous ne pouvez pas Ouais, diffuser non. n'importe quelle musique. Non. comme vous voulez. Non. Ce n'est pas Non. une bonne idée. Sinon, vous allez vous faire tacler. C'est ça, donc pas de musique dans les podcasts, donc j'ai tout enlevé. Il reste la musique du jingle parce que c'est que des extraits de moins de quelques secondes, donc ça va. Et oui, alors je me suis perdue dans mes explications. C'était quoi la question? Non, mais Audience on parlait et de la plateforme. audience et Oui, forme. Là, on et était sur la forme, forme. alors les formes, j'ai des épisodes de 1 heure. Déjà parce qu'il y avait plein de trucs à dire, j'avais des invités, voilà. Et j'ai des épisodes plus courts, de 20 minutes. En fait, il y en a un peu pour tout. Parce que j'ai testé plusieurs choses. J'ai testé les interviews, où j'allais faire une interview, quelqu'un que je rencontrais à un événement ou dans la rue. Et puis, je l'incluais au sein de mon émission, où moi, j'avais fait des recherches et je partageais ces recherches-là. Et je dis, au fait, j'ai interviewé Bidule et je mets l'extrait de l'interview. Et sinon, j'ai d'autres épisodes qui sont plus construits en mode reportage. Par exemple, je suis allée au salon du survivalisme et là, j'ai un reportage d'1 heure sur le survivalisme. Et surprenamment, son rapport aussi à l'environnement et à l'urgence climatique. Et puis, voilà, en fait, il y a un peu de tout et ça se voit autant qui est affiché sur SoundCloud. Et puis aussi dans la petite description que je propose en dessous de chaque épisode. Jeanne, Basilique, ce sont des entretiens. Là aussi, on est sur du temps long, on est sur 40 minutes? À peu près, oui. C'était vraiment ce qui m'avait plu quand j'ai découvert les podcasts natifs. C'était ces échanges. Alors, à l'époque, j'ai écouté en podcast francophone La Poudre, par exemple. Et c'était des échanges assez longs. Et c'est vraiment ça qui me plaisait. Et parce que, justement, avec cette envie d'être inspirant, je trouvais que quand on parlait d'initiatives positives, parce que ça arrivait dans les médias, c'était très bref. Tu vois, c'était pour dire, il y a telle marque de cosmétiques qui fabrique tout en France. Et voilà, on n'avait pas beaucoup plus d'infos. Donc oui, le temps long, même si je sais bien que la tendance est au temps plus court, comme pour tout. Mais bon, je le envie de podcast, changer. c'est ça, c'est la liberté de ton, mais également la liberté de temps, et les deux associés. Exactement, et j'ai pas envie d'aller vers des temps plus courts. Après, je m'amuse avec d'autres formats qui sont pas des formats interview, qui sont des formats un peu décryptage. Mais c'est parce que ça m'amuse, c'est pas pour plaire spécialement à l'audience. Grégory, on l'a dit, l'envers du décor, ce sont des conversations. On est dans une démarche également d'auteur. C'est narratif, vous êtes à deux à raconter une histoire écrite et presque un rôle de comédien. Ouais, des fois, et on voit que c'est pas notre travail d'ailleurs parce que les blagues sont pas toujours bien. Mais oui, effectivement, au départ, justement, on s'était posé la question. On avait vu que le paysage français, il est très pris, le paysage podcast, je veux dire, par l'interview, par le format long. Il y en avait vraiment partout. Et ce qu'on s'est demandé, c'est comment on pouvait faire différent et comment on pouvait faire conversationnel. Ce qui nous a, notamment, c'est Mathieu qui aimait bien Radiolab, qui est un podcast américain qui est absolument génial, où c'est une conversation. Et en fait, ce qu'on a trouvé génial, c'est que les gens, donc déjà, ils sont super forts, c'est super posé. On a l'impression qu'ils discutent vraiment de manière très naturelle et d'arriver à se faire des relances. Et on s'est dit, on va faire ça. Donc au départ, on s'est dit, il n'y a pas besoin de préparer, on se fait juste des notes et puis on enregistre. Et là, ça fait le café du commerce. Hein, alors, si vous écoutez les 2 derniers, c'était justement un peu ce qu'on a fait parce que juste on n'avait pas trop le choix, parce qu'il y en avait un, c'était un live YouTube qu'on a transformé, et l'autre, c'était l'épisode de rentrée où on n'avait pas eu le temps d'enregistrer, de préparer. Hein, voilà, vous le dites très honnêtement dès le début. On le dit très clairement. C'est la rentrée, on n'a rien préparé. Voilà. Mais on sent quand même qu'on voit après 1 an de travail qu'on arrive mieux à gérer l'improvisation. Mais à la base, du coup, on s'est rendu compte qu'il fallait effectivement vraiment scripter, donc c'est-à-dire faire un gros travail. C'est plus d'1 jour de boulot avant de interviewer des gens et surtout après de faire une fois qu'on a le fond, d'écrire, de faire le script, de le relire, d'insérer les blagues au moment de la première lecture pour qu'elle donne. Non mais c'est vraiment des questions qu'on s'est posées, c'est comment faire pour qu'une blague elle tombe pas à plat. Faut qu'une blague normalement ça se lance comme ça, donc il faut qu'on la lance comme ça au moment où on la relit et on se dit ça là elle passe pas, ok, mais comment on peut la développer? Ensuite on travaille de l'impro et on scripte l'impro, en fait, c'est un peu ça l'idée. Est-ce que l'humour c'est très compliqué à doser justement, votre humour s'adresse à qui? L'idée c'est que ça parle justement à quel public?
aux jeunes citadins ou à l'ensemble des Français Alors ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup d'humour de dérision, parce que ça marche bien quand on se charrie nous-mêmes. Oui, je n'ai pas de composteur sur mon balcon. Voilà. Et après, le but, c'est un peu de se moquer de tout le monde. Enfin, pour moi, l'humour, ça marche si on arrive à se moquer à la fois du super écolo qui a justement ses lombrics sur son balcon, et aussi de celui qui en a eu marre et qui l'a acheté et qui dit non mais c'est bon, et puis je ne m'emmerde pas avec mon vol en avion, et aussi du tonton qu'on a tous quand on fait un dîner de famille qui dit j'ai pas raison, le climat c'est quoi, c'est 0,5 degrés. Il faut arriver, je pense, l'idée c'est d'arriver à se moquer de tout le monde pour blesser personne. Et sur le rythme, l'envers du décor est très cut, c'est monté très... Voilà, c'est rythmé, en fait, on peut le dire. Et il y a également de l'habillage aussi musical avec bien des gimmicks, des choses qui se répètent. Par exemple, quand il y a un quiz, vous mettez une petite musique de bossa nova, etc. Ça, c'est travaillé du coup en post-prod, quoi. Ah bah oui, ça c'est travaillé. Alors ça, c'est Mathieu Balu, donc, qui s'occupe de toute la post-prod et qui a justement qui est un monteur de génie, pour être tout à fait clair, et qui nous a fait justement plein de tous ces petits gimmicks. C'est comme le petit warning quand on parle de greenwashing. C'est l'idée d'avoir, en fait, au départ, on s'était dit, il y a souvent des gimmicks dans les émissions de radio, mais qui deviennent des passages obligés, c'est-à-dire c'est obligé, il faut la question du jour, il faut, voilà. Et nous, on s'est dit, au départ, on avait réfléchi à ça, et on s'est dit non mais ça va nous bloquer. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé nos épisodes, et que quand on trouvait un truc marrant, on s'est dit qu'on allait le réutiliser. Et du coup, le gimmick devient plus un outil qui nous permet d'habiller un épisode quand c'est nécessaire, mais non obligatoire. Par exemple, les quiz, au départ, on en faisait beaucoup, et puis on s'est dit ah non, ça commence non, on en a marre là un petit peu, on va arrêter d'en faire. Et puis des fois, ça revient, et pareil pour les différents gimmicks. J'aimerais qu'on ouvre une séquence boîte à outils les uns les autres, que vous nous racontiez comment vous travaillez au quotidien, quel matériel vous utilisez, quel logiciel de montage vous utilisez, quelle plateforme vous employez pour diffuser, que ce soit Acast ou autre. Dites-nous tout. Jeanne ? Oui. Alors, moi, j'utilise des micros comme ceci, des micros Shure avec un enregistreur quand je me rends en interview. SM58, Beta 58. SM58 et un Zoom H5. Voilà, il peut m'arriver de louer un Zoom H6, mais j'en ai moins souvent l'utilité puisque moi, c'est souvent un seul invité. Et une fois que j'ai réalisé l'enregistrement, pour faire mon montage, j'utilise Logic Pro sur Mac. Ou GarageBand ou Audacity, c'est varié. Et pour les podcasts de Basilic, je continue à faire tout toute seule comme je faisais dès le départ, ce qui fait que c'est pas parfait, loin de là, mais c'est pas grave en fait. J'ai envie de garder ce côté assez spontané de Basilic, et peut-être que ça évoluera plus tard, pas pour l'instant. Et après, sur toute la partie montage, pour la musique, moi j'avais demandé à un ami de me réaliser une musique, de me composer une musique. C'est un conseil, si vous voulez lancer votre podcast, je vous conseille plutôt ça, comme ça vous avez une identité sonore qui vous est propre, et puis vous vous embêtez pas avec les histoires de droit, parce que c'est quand même... il faut faire attention, et je trouve que tu as bien fait de le rappeler, il faut pas faire n'importe quoi quand on crée un podcast. C'est pas parce que le format est libre qu'on peut faire n'importe quoi. Et voilà. Et au niveau des plateformes que j'utilise, alors moi j'étais chez Ocha, je suis passée par Acast, ensuite je suis passée par Ocha, et je viens de changer pour AudioMeans pour des raisons de distribution et de monétisation. Voilà. Justine ? Alors, moi, quand j'allais sur le terrain pour interviewer les gens, j'avais un H1 qui est un tout petit micro. Qui se met dans la poche, tout mignon. Et puis ensuite, moi j'enregistrais en studio radio, donc là, nickel, avec le casque, la sonorisation, tout ça. Et puis logiciel de montage, donc moi aussi je fais tout toute seule, c'est pas parfait, vous l'avez entendu, ça bégaye tout ça, mais pareil, je veux garder le côté spontané, et puis c'est ça, c'est que tout le monde peut prendre la parole, quand bien même on n'est pas des as. Voilà. Et puis il n'y a pas, de la post-prod, j'en fais sur le logiciel qui s'appelle Adobe Audition.
J'en fais, alors j'essaye, sur les derniers épisodes, j'en fais beaucoup moins, mais les premiers, j'ai enlevé tout ce qui était un petit peu les les bafouillages, les machins. Puis après, je me suis relaxée. Et quand je suis partie à l'étranger, pareil, c'était un projet que j'ai monté avec Radio Campus. Et là, j'avais un H4 qu'on m'avait prêté. Pareil, et puis Adobe Audition. Mais là, j'ai plus de micro et j'envisage peut-être un H2, tout simple, parce qu'on peut le tenir à la main. Et pareil, en fait, j'ai pas forcément envie d'avoir, moi, un micro pendant que j'interviewe les gens, parce que sinon, je vais leur couper la parole. Parce que, en fait, je suis tellement enthousiaste que je risquerais de leur couper la parole. Non pas que je le veuille, mais... Et donc, du coup, si je dois tendre mon micro dans la gestuelle, j'aime bien aussi, c'est je te donne la parole, tu es importante, je te donne la parole. Et moi, je réagis très fort dans ma tête, mais je laisse l'autre parler. Grégory Rosière, depuis peu, au HuffPost, vous avez un studio d'enregistrement. Ce n'était pas le cas auparavant. Comment l'envers du décor a-t-il démarré ? Alors au départ, comme toujours pour les projets au HuffPost, on est quand même une petite rédac, on bricole en fait souvent, donc on avait quand même acheté, alors encore une fois moi je suis sur la technique, je suis pas le plus calé, mais on avait acheté 2 micros pro qui sur des petits trépieds qui se branchent en USB sur l'ordi. Et au départ, on s'est demandé où est-ce qu'on pouvait enregistrer. On venait de déménager dans les nouveaux locaux du groupe Le Monde, où il n'y avait rien, c'était en chantier partout. Donc on a pris nos petits ordi portables, on a branché ça, on s'est mis dans des petites salles qui sont des salles d'interview où on a 2 sièges, ça fait à peu près la taille un peu plus grand que ça, et puis on a pris des piles de feuilles A4 pour essayer de mettre les micros à peu près à la bonne hauteur, on a enregistré ça comme on pouvait. Mathieu du coup a passé énormément de temps sur du coup audition d'Adobe pour travailler l'écho. On a fait 5 salles différentes pour savoir quelle était la bonne forme de salle pour qu'il y ait le moins d'écho possible. Donc c'était vraiment à l'arrache. Et depuis 6 mois, quelque chose comme ça, on a la chance d'avoir un vrai studio podcast, notamment parce que Le Monde a lancé un podcast quotidien et que du coup ça booster un petit peu le développement en termes logistiques. Et donc là, c'est un vrai studio avec une console de mixage, avec 4 micros. On met la carte SD, on appuie sur REC et puis ça sort. Donc vous bénéficiez de la structure du Monde pour enregistrer vos podcasts, c'est voilà, ça c'est quand même l'intérêt de faire partie de ce groupe, c'est qu'on a la possibilité de synergies qui sont intéressantes techniquement. Et en termes de diffusion ? Alors, Acast, depuis le début... parce que ça s'est fait comme ça, parce qu'à l'époque il n'y avait pas trop, maintenant il y a des deals qui se font avec des diffuseurs particuliers comme Spotify ou Deezer. Nous on est allé vers Acast parce qu'on voulait être sur tous les canaux, et ensuite en fait on s'est pas trop posé la question, parce qu'encore une fois au HuffPost on bricole, on n'a pas un service marketing dédié ou quoi, et du coup comme nous derrière on fait des articles, on s'est jamais posé la question là, par exemple ce que tu disais Jeanne sur le fait que c'est peut-être plus rentable d'aller ailleurs, on n'a même pas eu le temps de la creuser. Donc maintenant, je vais regarder, tu vois. Et avec les soucis qu'il y a de lecteurs qui, comme tu le disais, eh bien, si on change de page, eh bien, il n'y a pas la continuité de lecture comme il peut y avoir sur des sites de radio qui sont pensés pour le son. Ça, pareil, c'est le genre de choses... ça serait génial, peut-être qu'il y a d'autres outils qui le font, ou de le développer en interne. Le HuffPost US avait réfléchi à ça à un moment, mais finalement c'était un projet qui a été abordé. Mais dans l'absolu, je pense que c'est vraiment un truc à développer, parce qu'aujourd'hui, il faut être honnête, c'est Apple Podcast qui est encore extrêmement majoritaire. Ensuite, on a un peu Spotify, Podcast Addict, Google Podcast. C'est des plateformes à part, et on n'a pas encore la possibilité, comme la vidéo est maintenant présente sur tous les sites d'information. Il n'y a pas besoin d'aller sur YouTube pour regarder de la vidéo. Ce n'est pas encore le cas pour le podcast. C'est des plateformes dédiées. Et peut-être que la prochaine étape, ça sera de trouver justement des nouveaux players qui sont vraiment adaptés en fait. J'aimerais qu'on parle maintenant de modèle économique. Justine Davas, Les Mouvements Zéro, c'est né d'une émission sur Radio Campus, une radio associative, un projet bénévole, mais qui a tout de même donné naissance à un livre. Oui. Pour l'émission de radio... moi, j'ai décidé de me déclarer en droit d'auteur. J'ai oublié comment ça s'appelait. La SCAM ? Oui, c'est ça, la SCAM. Donc, du coup, voilà, c'est-à-dire que les radios... Alors, j'ai fait d'autres formats audio pour RCF Loiret notamment. Et puis, en fait, il faut remplir un formulaire et en fonction des minutes diffusées sur la radio... on touche 1 centime ou pas. Et donc, du coup, voilà, il y a ce modèle
pseudo-économique, mais qui est la valorisation du droit d'auteur en France. Donc, si on est diffusé sur les radios, on peut faire valoriser ça par les radios. C'est un formulaire, et puis il faut se déclarer en ligne en tant qu'auteur. Est-ce que tu réfléchis à faire du podcast après et à poursuivre cette aventure-là sonore ? Alors, j'ai réfléchi à plusieurs choses et je me suis dit peut-être faire comme les Américains qui mettent un petit peu de pub au départ ou alors disent mon podcast est sponsorisé par Peugeot et compagnie. Sauf que moi, j'ai un problème, c'est que jamais je demanderai à Peugeot, L'Oréal et compagnie de sponsoriser un podcast sur l'écologie. Enfin, faut pas déconner quand même. Et pareil, je me disais, vu en fait, je reçois énormément de mails de nouveaux entrepreneurs qui disent voilà, j'ai lancé tel produit, tel machin, est-ce que vous voudriez pas faire un podcast sur moi ? Et du coup, j'ai pas tout à fait la même approche que Jeanne. Moi, j'ai du mal à mettre en avant une seule personne et une marque. Peut-être parce que je viens du monde de la radio où la règle, c'est si tu parles d'une marque, tu parles de 3 marques. Et pareil pour les hommes politiques et les femmes politiques, il faut qu'il y ait une égalité, il faut parler de tout le monde, quoi. Et du coup, j'ai pas réfléchi à l'avenir d'un modèle économique. Donc, le projet du livre qui est là, qui est le guide des mouvements zéro, s'est présenté à moi. Je l'ai écrit. Et je pense que je l'aurais jamais écrit sans avoir fait le podcast en premier parce que, justement, ça m'a permis de connaître plein de choses et d'avoir des gens, points de référence dans le monde scientifique, associatif, politique également, économique, et d'aller leur parler pour leur demander des précisions, des chiffres, des données, des sources, etc. Donc, voilà, c'est pas vraiment un modèle économique dans le sens où c'est payé en droit d'auteur et que clairement on gagne pas sa vie comme ça. Mais voilà, j'ai un boulot à côté. Jeanne Kless, Basilic, tu es juriste de formation, donc tu me disais plutôt cartésienne, bien organisée, etc. En termes de modèle économique pour Basilic, eh bien, cela fonctionne sur 2 pieds. D'abord, la publicité qui est host-read, donc lue par toi au micro. Et écrite par moi aussi. Et écrite par toi. Et d'autre part, un studio de production de podcast et de la formation. Exactement. Explique-nous comment s'articulent ces 2 dimensions. Oui. Alors déjà, j'avais jamais une seconde envisagé de gagner 1 centime avec Basilic. Ça n'a jamais été un de mes objectifs. Il se trouve que je ne sais plus exactement les années, je dirais 2019 ou fin 2018, j'ai rencontré Cédric de Acast qui mettait en place la monétisation et qui m'a dit écoute Jeanne, viens avec nous, ça peut être une chouette opportunité, etc. J'y suis allée, moi j'étais chez un hébergeur américain, donc ils connaissaient rien du marché français, et puis je leur posais jamais de questions, ça me servait juste à diffuser mes épisodes. J'ai rejoint Acast, et eux proposaient 2 types de publicité. Alors, pour celles et ceux qui écoutent des podcasts par ici, vous le savez sûrement, mais il y a donc des publicités host-read ou read, et des publicités qui ressemblent à celles qu'on entend à la radio, où c'est pas du tout le podcasteur qui parle. Et Acast m'avait proposé cette 2e solution. Et en fait, j'avais rédigé toute une charte en leur disant que moi, j'avais un podcast engagé, que je ne pouvais pas me permettre d'avoir des annonceurs qui ne correspondent pas à mes valeurs. Et un jour, j'ai reçu un message d'une auditrice qui était très énervée, à juste titre, me disant qu'il y avait eu une publicité pour Audi, je crois, à l'époque, avant mon podcast. J'étais bien évidemment effondrée, j'étais très en colère, et j'ai décidé d'arrêter ce mode de fonctionnement. Moi, je vivais pas du podcast à l'époque et j'avais pas l'intention d'en vivre. Donc, j'ai préféré supprimer toutes les pubs. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé ma propre régie publicitaire toute seule et que je travaille en direct avec les marques qui me plaisent, avec les marques qui correspondent à mes valeurs. Elles m'envoient des grandes guidelines ou des mots-clés et je rédige le pré-roll. Et comme tu me le disais, tu es en mesure de choisir tes annonceurs. Tout à fait. Parce que, d'autre part, tu as ce studio et ces activités de formation de podcast. Exactement. Et en fait, pour pas mettre en péril mon indépendance et ma liberté, j'ai vraiment réfléchi à un autre modèle économique. Et donc, j'ai créé une formation qui s'appelle Basilic Studio pour apprendre à lancer son podcast, qui est ouverte à toutes et tous. Et en parallèle, il se trouve que le ministère de l'écologie est venu à moi pour que je les accompagne sur la production et la stratégie d'un positionnement de podcast. Ce que j'ai fait, mais dans ce cas-là, je travaille avec des ingénieurs du son, puisque moi, c'est pas du tout mon métier, et j'accompagne en fait l'entreprise. Je travaille aussi avec un magazine de jardinage urbain qui a lancé son podcast, et je les accompagne sur toute la partie positionnement, stratégie, production, mix, etc.
Et donc, la diffusion. À ceux qui pourraient te poser des questions justement sur ton éthique, tu leur réponds droit dans les bottes que tu expliques toujours clairement d'où tu parles, pourquoi tu parles, etc. Exactement. Et vraiment, on a cette liberté. Je travaille avec une autre Justine. Et c'est Justine qui est en charge des campagnes de monétisation sur Basilic. Et on a vraiment la liberté de dire non. On a dit non à plein de marques. On a dit non à L'Oréal il n'y a pas très longtemps. Et évidemment, ça veut dire renoncer à pas mal d'argent. Mais pour moi, c'était le but du podcast, c'était pas celui-ci. Donc, je me vois pas faire autrement aujourd'hui. Ça implique de trouver un modèle économique qui soit un peu hybride. Grégory Rosière, comment est financé l'envers du décor du HuffPost et le temps que vous passez à le préparer? Déjà, ça fait partie d'un site global, donc il n'y a pas de... je ne pourrais pas te dire qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, parce que c'est intégré. Du coup, ça veut dire aussi qu'on a des règles spécifiques. Il y a une régie, qui est la régie du groupe Le Monde, qui gère toute la pub du HuffPost en général, et qui gère aussi, du coup, la pub du podcast. Donc, on a, nous aussi... Alors, nous, c'est vraiment comme des pubs radio, diffusées avant de 20 secondes. Là, je crois que c'est BNP qui nous parle de son podcast « Comment faire pour des initiatives durables ». Moi, c'est donc et d'une certaine façon aussi du greenwashing de leur part. Ah bah totalement, mais en fait moi ça me dérange pas du tout pour deux raisons. La première, c'est que je préfère qu'ils donnent de l'argent à nous plutôt qu'à des boîtes qui font juste du divertissement ou quoi. Et la deuxième, c'est qu'on est totalement indépendant, et ça c'est l'intérêt aussi de travailler, encore une fois, d'être intégré, parce que le HuffPost est possédé à 49% par le groupe Le Monde. C'est qu'au Monde, c'est très très séparé tout ce qui est régie et rédaction. Donc on n'a jamais ce qu'on peut avoir dans d'autres rédactions. On n'a jamais la régie qui dit « Ah bah faut faire un papier sur ça parce que ceci ou cela ». Donc là, ce qui se passe, c'est que nous, on avait une autre idée de podcast, on l'a imaginé en interne, on l'a développé, on l'a lancé, et en parallèle, la régie a été informée, a été pitchée là-dessus, et du coup, va voir des annonceurs pour leur dire « Est-ce que vous voulez vous positionner là-dessus ?» Et derrière, nous, on a toujours aussi un retour, c'est qu'à chaque fois qu'on a un annonceur, la régie nous montre le texte prévu, et on le valide ou on le valide pas, ou on le change aussi si justement, par exemple, moi un truc sur lequel je fais très attention, vu que c'est pas du host read, je veux que ça soit clair et qu'on n'ait pas l'impression qu'on est en train de parler d'autre chose que ça soit pas une pub en fait. Donc je fais toujours très attention à ça, et des fois il y a des scripts qui marchent pas là-dessus, où je dis non, là en fait on pourrait croire que la personne a lancé de mauvais épisodes, donc ça risque de faire chuter l'audience ou de faire pas comprendre, donc faut qu'on clarifie, qu'on change ces mots. Et après, on n'a jamais eu de cas où il a fallu se battre pour dire non, on veut pas de ça. Ça arrive juste qu'on dise en fait non, là ça va pas le faire, ce texte-là c'est pas possible, et du coup soit ça se fait pas parce que l'annonceur il voulait absolument dire ça, et dans ce cas-là tant pis pour lui, soit il s'adapte en fait. Et après je trouve que le host read ça pourrait être bien, mais là du coup c'est un autre format qui est difficile en tant que journaliste, parce que il y a toujours ce risque que le lecteur considère qu'on est vendu ou quoi que ce soit. Donc faire une distinction claire en disant voilà, il y a la régie, il y a nous, il y a une frontière, c'est plus sûr, parce que sinon, surtout sur un média généraliste, c'est plus difficile de trouver le bon annonceur qui puisse pas être pris en porte-à-faux. C'est vrai que de publicité host-read en France, il y en a presque pas. Très peu. Très peu. Aux États-Unis, par contre, ça se fait énormément. Mais ils sont aussi moins, ils sont plus. On va dire que là-bas, le podcast est plus développé, et que les gens aussi, c'est un monde qui est aussi très entrepreneurial. Les gens comprennent qu'en fait, surtout que c'est du natif, les gens ont besoin de ça pour vivre, quoi. Donc ils acceptent le jeu, quoi. Je pense peut-être un peu plus. Le seul auquel je pense là, c'est le code à changer, France Inter, Xavier Delaporte, qui dit que ce podcast est financé par Faber Novel. Effectivement. Y a-t-il des questions dans le public pour nos intervenants ? Bonjour, je m'appelle Antoine Comte, je suis étudiant à l'EPJT, et en fait vous aviez tous dit qu'avant de vous lancer, vous aviez regardé un peu le panorama du podcast et qu'il n'y avait pas de podcast sur l'écologie. Je voulais savoir si vous aviez une idée de pourquoi, et si maintenant, si vous regardez ce paysage, est-ce que ça a évolué ? Vas-y. Alors, pourquoi en 2017, il n'y avait pas de podcast consacré à l'écologie ? Je pense parce que ce n'était pas un sujet dont on parlait autant que maintenant. Après, aujourd'hui, il existe énormément, qu'on ne se méprenne pas, il existe énormément de podcasts consacrés à l'écologie
à l'environnement et tant mieux. Et d'ailleurs, avec un ami qui a le podcast Green Letter Club, on avait rédigé un manifeste pour qu'il y ait sur les plateformes de podcast une rubrique écologie. Parce que les plateformes de podcast ont aussi leur responsabilité dans le fait qu'il n'y ait peut-être pas beaucoup de podcasts écolos mis en ligne, parce qu'en fait, il n'y a pas de catégorie distincte pour ces sujets-là. Et que nous, alors je ne sais pas pour le œuf et pour Justine, mais en tout cas, moi, la seule catégorie qui pouvait matcher, c'était culture et société sur Apple Podcast. C'est un grand fourre-tout. J'ai la chance que Basilic existe depuis longtemps et voilà, et que ça se passe bien. Je pense qu'aujourd'hui, quand on lance un podcast et qu'on se retrouve dans culture et société, c'est peut-être un peu compliqué. Alors, depuis ce manifeste, je tiens à préciser que Deezer a créé une catégorie entière. Ce n'est plus une sous-catégorie, c'est une catégorie entière consacrée à l'écologie qui s'appelle Notre Planète et dans laquelle il référence, je ne sais pas si c'est tous les podcasts, mais en tout cas énormément de podcasts écolos. Donc voilà, il en existe quand même beaucoup maintenant. Mais en 2017, je pense que c'était simplement parce que les gens étaient moins intéressés par ces sujets-là. Je compléterai en disant qu'en 2017, il y a eu beaucoup de choses sur YouTube. Je pense que c'est pas la thématique écologie qui me manquait, mais c'était le format podcast en fait qui n'était pas vraiment développé. Exact. Parce que moi, j'ai regardé énormément de choses sur YouTube, les Data Gueule, les Vincent Verza, c'était à ce moment-là aussi. Donc voilà, c'est juste que c'était pas que de l'oral et que c'était beaucoup de la vidéo. Oui, je pense qu'il y a, à la base, les podcasts, surtout en France, sont beaucoup développés sur des thématiques très sociétales qui ont trouvé un public très vite, mais ça a été compliqué d'ouvrir ça. Et après, ensuite, pour le coup, nous, quand on s'est lancé, quand je disais qu'il y en avait, c'est pas qu'il n'y en avait pas, parce qu'il y en avait, mais il y en avait moins, et surtout beaucoup moins en termes de nombre par rapport à si on avait voulu lancer un podcast sur justement des thématiques de société, de genre, comme on avait pensé avec la rubrique Life, ou de politique, où là le problème c'était vraiment la concurrence des radios traditionnelles qui font derrière qui proposent en podcast leurs épisodes. Et comment se différencier, c'est toujours la question. Et voilà. Et justement, ce qu'on a trouvé intéressant sur l'environnement, c'est que nous, ça ne nous a pas posé de problème, les rubriquages, parce que depuis le début au œuf, on a eu l'idée de se dire on va traiter l'environnement à partir de la science. On va essayer d'amener du contexte, d'amener sur un sujet de débat, sur un sujet de friction, plutôt que de raconter des histoires et d'essayer de changer un peu cette fenêtre d'Overton, de changer le cadre, d'essayer de raconter ce cadre et de faire en sorte que les gens arrivent à parler. Donc je pense que les deux sont nécessaires et cette partie-là, elle n'existait pas encore. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire en podcast là-dessus. D'autres questions ? Bonjour. Je me présente, je m'appelle Lisa, je suis journaliste pigiste en environnement. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans vos discours, c'est que vous parlez beaucoup d'environnement, d'écologie, alors que c'est des sujets très très denses. Donc comment vous vous retrouvez dans tout ça ? Est-ce que par exemple vous avez déjà parlé d'agriculture ? Et sinon, pourquoi ? Et si oui, quels ont été les enjeux et les difficultés à invoquer ce sous-thème qui est déjà un grand thème ? L'agriculture, je l'ai abordé dans un de mes épisodes parce qu'à Orléans, c'est un peu le bassin de la FNSEA, c'est-à-dire le syndicat de la chimie, parce qu'on avait Xavier Belin qui était d'Orléans et puis un gros festival d'alimentation traditionnelle sponsorisé par McDo et compagnie qui a lieu chaque année. Et à Orléans, donc, en réaction au développement de ce festival de l'écologie, ou de l'agriculture, s'est développé les alternatives alimentaires, un festival à côté, très soutenu par beaucoup de municipalités. Et du coup, moi, je suis allée aux deux pour interviewer des gens, pour interviewer Xavier Belin, l'ancien président de la FNSEA aussi, qui m'a engueulée. C'est un moment de radio très magique. Je me suis fait littéralement engueuler. Et c'est très drôle, c'est très drôle. Donc oui, alors moi je suis allée parler aux gens et j'ai parlé à des agronomes etc. Et après l'agriculture, du coup, ayant découvert ce monde-là de l'agriculture biologique, parce que clairement c'est ce qui m'intéresse le plus, et après je disséminais un petit peu ces informations dans d'autres épisodes. Mais voilà, du coup, moi c'est un peu toujours ma démarche déjà d'entendre les gens, de les écouter, et après d'aller lire éventuellement
d'autres choses, enfin des livres qu'ils auraient. Bien sûr, je fais mes recherches avant de rencontrer une personne spécifique, mais les ouvrages, je les lis généralement après pour creuser des sujets. John Reichenbach, pardon, tu voulais... Ah non, c'est bon. Journaliste ex-France Télévisions. Parce que je viens de quitter France Télé il y a quelques jours. J'avais une question sur la ligne éditoriale. Alors, c'est nous, mais on est arrivé un petit peu en retard. Ouais, on en a parlé tout début. Mais... Ouais, d'accord, très bien. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir un petit peu comment vous choisissiez les sujets et puis l'aspect aussi régularité. Je suppose que ça, c'est très important. C'est d'installer un rendez-vous avec les auditeurs. Et de gagner des abonnés. Et de gagner des abonnés, ouais. Excusez-nous pour le... sur comment on choisit des sujets, donc la ligne éditoriale, pour résumer très rapidement, pour ne pas le refaire, l'envers du décor, c'est vraiment de prendre des idées reçues sur l'environnement, des sujets de débat, et d'essayer de contextualiser, de raconter... pour reprendre l'agriculture, par exemple, c'est des sujets dont on a pu parler sur la composition carbone d'une assiette ou là, quelque chose qu'on aimerait bien faire sur le glyphosate, de ne pas juste dire le glyphosate, est-ce que c'est bien ou mal, mais d'expliquer que là, aujourd'hui, si on enlève le glyphosate, il y a une grosse partie des agriculteurs qui ne peuvent plus travailler. Parce que, en fait, pendant 50 ans, on a fait que ce que la recherche scientifique s'est concentrée dessus, parce qu'on avait une solution unique. C'est pareil pour la voiture, la solution unique de transport, et maintenant, il faut inventer diverses solutions. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est d'expliquer la complexité avec des blagues et beaucoup d'humour. Et du coup, comment on choisit les sujets? On essaye... c'est des sujets, donc des thématiques très très variées. On peut parler de plein de choses avec l'environnement et avec la science, c'est ça qui est intéressant. Donc on essaye de pas faire toujours la même chose. On essaye, si possible, de trouver un sujet qui est dans l'air du temps, avec par exemple avec une bonne accroche actu. Voilà, une accroche actu. Et du SEO, parce qu'au Huffington Post, vous êtes quand même des champions du SEO. Tout à fait. Il faut arriver à se positionner pour que le sujet remonte. Il faut arriver à le faire vivre ensuite. Et il faut essayer que, surtout, il y a une accroche actu, mais plus une accroche actu en termes de temporalité, de se dire c'est un sujet dans l'air du temps. Par exemple, là, l'épisode sur les voitures, c'est parce qu'on s'est rendu compte, la fin de la pandémie, le retour sur site, ça crée beaucoup de bouchons, ça fait que tout le monde en a un peu marre, qu'on s'interroge sur le vélo. Du coup, c'était aussi l'idée à ce moment-là de se dire on voulait le faire depuis longtemps. On a une liste, on a un Trello, on a une liste de, je pense, 20 ou 30 sujets qu'on aimerait faire et on essaye de voir comment les agencer en fonction de l'emploi du temps, de l'actualité. Y aura-t-il d'autres questions ou pas? Oui. Comme ça, on terminera et on fera un tour de table sur autre récit pour la planète. Réfléchissez-y. Du coup, c'est un mot de conclusion. Bonjour, Marianne Roux, consultante en développement média à l'international. Moi, j'ai une question, on a un peu discuté, mais comment vous faites pour éviter, on va dire, le côté anxiogène ou qui provoque de la culpabilité, qui souvent, en fait, quand on lit des articles sur l'environnement, en fait, après, on est totalement... Et une deuxième question aussi, alors plus peut-être sur le format podcast, est-ce que ça prêche pas déjà des convaincus? Bon, moi, j'habite en Égypte où je vois en fait les gens sont vraiment dans leur survie au quotidien et du coup, c'est impossible. Moi, je vais au supermarché en bas de chez moi, ils me prennent pour une folle parce que je veux pas de sac plastique. Donc voilà, et je pense ici aussi, le fait qu'en habitant en province, on doit utiliser la voiture. Et en fait, comment vous gérez ça aussi dans vos épisodes et si vous l'avez abordé Moi, je pense que sur la partie anxiogène, ça repose en fait beaucoup aussi sur les invités qu'on décide de recevoir ou pas dans le podcast et sur leur discours. Si on a un invité qui sait se remettre en question, qui sait dire, alors moi j'ai mené tel ou tel projet dans tel domaine, mais en revanche, à côté, j'ai un mode de vie qui n'est pas forcément 100% écolo, je ne suis pas parfait. C'est aussi de dédramatiser tout ça. Moi, je le dis souvent, je ne suis pas parfaite non plus, ce n'est pas l'idée. Donc, je pense que ça repose beaucoup sur le discours de l'invité et sa capacité à juste être inspirant et pas culpabilisant. Après, sur le format podcast, est-ce que ça prêche que des convaincus ? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a des gens... des retours que j'ai, après, c'est toute la complexité du podcast, on n'en a pas parlé, mais... Il est difficile d'avoir des retours parce qu'il n'y a pas de lieu où échanger en fait, avec ses auditeurs ou ses auditrices. Mais je sais que plusieurs m'ont découvert un peu par hasard sur les plateformes, juste en naviguant, en tapant un sujet qui les intéressait. Donc je ne pense pas que ça prêche que des convaincus. Après, évidemment, pour l'instant, l'audience est quand même majoritairement citadine, assez jeune.
mais moi, je suis persuadée que ça va changer. Aux États-Unis, un Américain sur 2 écoute des podcasts, donc pas de raison que ça ne change pas ici, je pense. Oui, non, c'est sûr que ça va s'ouvrir et c'est aussi tout l'intérêt. Après, nous, l'idée justement, c'était de se dire, de s'adresser à une cible qui est déjà un peu convaincue et d'expliquer aussi que des fois c'est plus complexe. Là, l'épisode qu'on entendait au départ sur le mouvement Colibri, justement, on a interrogé des chercheurs qui nous faisaient la différence entre comment on voit la chose en Occident, comment on la voit aussi. C'est plus complexe que ça et de donner encore une fois, de trouver les vraies portes vers lesquelles aller. En général, c'est voter, s'engager, faire des trucs, des manifs, quoi, mine de rien. Et après, sinon, pour l'anxiété, c'est l'humour, des blagues, plein de blagues. Ça marche bien. Me concernant, je pense pas avoir prêché, m'être adressé qu'à des convaincus, parce que j'ai fait beaucoup de live dans des médiathèques, où voilà, je faisais venir mes invités dans des lieux qui n'étaient pas développés pour ça, et donc du coup, des personnes pas convaincues ont entendu ce qu'on disait. J'ai beaucoup parlé de privilèges dans mes podcasts, dans mes émissions, parce que voilà, ici c'est assez représentatif des classes moyennes ou CSP+, blanches qui s'intéressent à l'écologie. Donc moi, venant du monde de l'éducation populaire, ça c'est des questions dont je parle, et en lien avec aussi l'écoféminisme, le genre, etc. Et donc du coup voilà, c'est important de parler des privilèges et comment lutter contre l'anxiété. Moi, c'est assez, quand on écoute mes émissions et qu'on regarde les thématiques, on se rend bien compte qu'il y a eu, tu disais, grandir avec son podcast. C'est ça, c'est que au départ j'étais très axée sur la solution personnelle, un petit peu ça commence par moi de Julien Vidal. Et puis après, je me suis rendu compte que le colibri, c'était mignon, mais que le burn-out du colibri n'était pas loin. Et du coup, je me suis dit, non, mais en fait, il faut regarder plus grand aussi, parce que les émissions de gaz à effet de serre, ou alors, du moins, l'amélioration de la situation, l'individu peut œuvrer à hauteur de 25%. Si vraiment il est trop parfait, qu'il ne fait pas de déchets, qu'il est vegan ou végétarien. Donc 25%, ça laisse quand même 75% en fait, qui n'est pas de notre ressort, mais des États, de l'industrie, des choix politiques, économiques. Et du coup, je pense que ça peut aider à lutter contre l'anxiété. Enfin, oui et non, mais de se dire que je peux faire ma part et très bien, mais il faut vite se regrouper avec d'autres personnes en fait, et sortir. Et quand on commence à fréquenter d'autres personnes, l'anxiété se réduit. Il nous reste 4 minutes. Je vous propose à chacun en 1 minute de faire un petit mot de conclusion. Je crois qu'il y avait d'autres questions tout à l'heure. Là. Une question rapidement et on enchaînera sur des conclusions. Pardon. J'habite en Jordanie et j'ai vu des gens qui lançaient un podcast qui était très rapidement arrêté à cause de la licence que l'État leur impose. Est-ce que vous avez ici aussi un besoin de licence et est-ce que vous en vivez? Pour faire un podcast en France, il n'est pas nécessaire d'avoir une licence. Tout un chacun peut lancer un podcast comme il le souhaite, du moment qu'il respecte la loi, évidemment, qu'il n'utilise pas de musique du commerce ou qu'il obtient le droit pour le faire, mais ce que personne ne fait parce que ça coûte affreusement cher au niveau des droits SACEM. Mais tout un chacun peut devenir podcasteur, youtubeur, sans risquer effectivement de se faire taper sur les doigts ou pire par les autorités. Un mot de conclusion les uns les autres. Que peut-on souhaiter à votre podcast pour la suite, ou comment va-t-il peut-être évoluer? Grégory, tu nous parlais de live YouTube, ça va se reproduire? Alors, ça serait l'idée. Ce qu'on aimerait en fait, c'est que l'envers du décor, c'est plus un concept, encore une fois, de contextualisation de nos débats, d'arriver à poser les débats. On l'a fait du coup avec cette conversation audio. Ce qu'on aimerait, ça serait le faire aussi plus en lien, parce que comme tu disais, le podcast c'est quelque chose de très vertical. On parle aux gens et les gens ne répondent pas, alors que quand même avec Internet c'est quand même la moindre des choses de pouvoir discuter. Donc le côté live YouTube, ça peut être sympa, ça peut être des lives écrits, des formats vidéo. Enfin en tout cas on aimerait bien développer le concept l'envers du décor sur autre chose que de l'audio, si possible aussi en faire toutes les semaines. Et après, on a aussi plein d'idées d'autres podcasts au HuffPost, si on arrive à les faire, encore une fois. Donc, c'est l'idée, ouais. Justine Devas.
Vous pouvez me souhaiter de trouver une idée formidable pour la saison 3. Non, en fait, j'ai quelques idées, mais moi, ce que j'aime, ça serait de faire des plateaux radio, des plateaux podcast, enfin, d'aller à la rencontre d'un public, en fait. Je pense que j'aime bien le live. Jeanne Claes, Basilic. Et bien de continuer à inspirer autant de personnes tous les mois et de continuer à trouver des personnalités et des individus qui ont envie d'agir, de faire bouger les choses pour justement diminuer leur éco-anxiété. Ce sera le mot de la fin. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté.